Alors, nous sommes en plein dans une nouvelle séquence banque centrale avec la BCE la semaine dernière et la Fed qui s'est exprimée cette semaine. Et Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Si j'essaye de résumer globalement, grossièrement le message des chefs d'orchestre monétaire, l'idée qu'on va jouer la partition jusqu'au bout est confirmée, évidemment. On est sans doute peut-être même encore loin du dernier couplet ou du dernier refrain. On s'autorise même l'idée de rajouter quelques mesures pour compléter l'œuvre en cours de route, mais le tempo change, Gilles. Le tempo a d'ailleurs déjà changé pour certains orchestres, certaines banques centrales, et les autres, la Fed ou encore la Banque centrale européenne, envisagent explicitement que le rythme puisse désormais être réduit. Qu'est-ce que cela traduit, Gilles ? Je pense que ça traduit deux choses. La première, c'est le début de la prise en compte du risque d'en faire trop. C'est-à-dire que pendant toute la phase d'augmentation très rapide des taux directeurs, on a été fait dans une situation dans laquelle les banques centrales cherchaient à rattraper leur erreur de départ, c'est-à-dire leur échec à se rendre compte suffisamment rapidement qu'on était face à un choc d'inflation persistant et non pas face à un choc d'inflation transitoire. Et donc pendant cette phase de rattrapage, on va très très vite et on est prêt à quelque part à fermer les yeux, c'est-à-dire à ne pas trop regarder les données macro, parce que de toute manière, on est tellement loin d'un niveau de taux qui commence à mordre sur la macro qu'on peut se permettre d'aller très vite sans nécessairement prendre énormément de temps pour regarder l'étendue des dégâts. Là, on passe dans une autre phase dans laquelle les taux d'intérêt sont déjà en territoire restrictif, en tout cas ils le sont pour la Fed, où donc le risque de ne pas en faire suffisamment pour réduire l'inflation commence à se résorber, parce qu'on est déjà à un niveau de taux qui donne un certain niveau de confort, et symétriquement, le risque d'en faire trop et de casser de manière excessive la demande commence à apparaître. Et on a donc des banques centrales qui passent d'une approche un tout petit peu robotique, de rattrapage massif, ultra rapide, pour compenser une erreur de départ, à une approche beaucoup plus prudente, dans laquelle on va se donner le temps de regarder quel est l'impact des mesures de durcissement qu'on a déjà prises dans les mois qui ont précédé, dans laquelle on va se donner le temps de regarder si les signaux avant-coureurs, par exemple sur le marché du travail, ne sont pas en train de se retourner. Donc on continue à y aller parce qu'on considère qu'il y a toujours une demande excédentaire, en tout cas dans le cas américain, qu'il faut absorber. On n'est pas encore au taux terminal. D'ailleurs, on se réserve le droit de pousser ce taux terminal un peu plus haut que ce qui avait été évoqué, mais on y va de manière un peu plus prudente. Et ça, je pense que pour le marché, c'est de toute manière un positif, parce que ça veut dire que le risque d'erreur de politique monétaire est plus faible. Si on y va plus lentement, on a moindre risque, de poser des problèmes de stabilité financière. Je rappelle que dans le cas britannique, par exemple, la crise des fonds de pension était liée à la vitesse en fait d'augmentation des taux longs qui provoquait en fait ces appels de marge massifs. Plus les choses vont vite, plus le risque d'accident financier est élevé. Donc ça, c'est un élément positif. Puis deuxième élément positif, voilà, on va se donner le temps d'observer quel est l'impact de ce qu'on a déjà fait. Et ça peut vouloir dire qu'on évitera d'aller trop loin. Maintenant, et ça c'est un peu mon deuxième point, ça ne veut pas dire que les banques centrales ont changé de fusil d'épaule, et ça ne veut pas dire, en particulier pour les actifs risqués, que tout est réglé. Et un point qui me paraît quand même fondamental et à ne pas oublier, c'est que pour que au final les banques centrales n'aille pas si loin que cela, que le taux terminal ne soit au final pas si élevé que cela, eh bien, il va falloir observer dans la réalité économique un ralentissement, voire une récession possiblement significative. C'est pour ça que je reste un tout petit peu prudent par rapport à des réactions spontanées, disons, de marché qui réagissent très rapidement à cette idée d'un ralentissement de la hausse des taux, parce que derrière, on a toujours cette épée de Damoclès, la récession qui ne s'est pas encore produite, qui n'est pas encore dans les chiffres, mais qui est quelque part toujours désirée par les banques centrales. Ça veut dire que quand on prend la Fed spécifiquement parlant, Gilles, la partie dovish du discours de Jérôme Powell, nouvelle cette semaine, est
équivalente pour vous à la contrepartie hawkish du discours de Jérôme Powell, notamment sur l'idée que le pricing du taux terminal dans le marché est peut-être pas encore suffisant. Les deux se valent ou est-ce qu'il y a une partie rhétorique par rapport à l'autre ? Non, les deux ne se valent pas quand même. C'est pour ça que j'ai pris le soin de dire qu'il y avait quand même un net positif dans cette affaire-là. C'est la diminution du risque d'erreur de politique économique, la diminution du risque d'augmentation trop rapide des taux d'intérêt de marché. Ça, de toute manière, ça éloigne les perspectives de Gadin, qui, encore une fois, du type de celui qu'on a vu au Royaume-Uni, même si là, il y avait des conditions politiques particulières. Mais ça, c'est déjà un élément important et je comprends de ce point de vue-là une certaine positivité de marché. Mais je maintiens cette idée que les banques centrales n'ont pas encore vu suffisamment de douleur, entre guillemets. C'est-à-dire que le seuil de douleur n'a pas encore été atteint. Et il y a un élément pour moi qui reste important, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. L'une des premières banques centrales qui ait fait en fait ce pivot, qui a commencé, pas dans les rhétoriques, mais dans les faits, à réduire son rythme de normalisation, c'est la Banque du Canada. Et la Banque du Canada observait que au Canada, l'emploi baisse. Et je pense que ça, c'était un élément extrêmement important. C'est-à-dire que les Canadiens sont un peu plus avancés que les Américains dans le cycle. Eux pouvaient constater que le marché du travail était effectivement en phase de ralentissement, voire même de contraction, et donc peuvent prendre le risque d'aller relativement vite dans ce pivot. Aux États-Unis, on verra où on en est avec les payrolls du mois d'octobre, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait toujours cette phase de contraction du marché du travail, de détérioration vraiment significative du marché du travail, pour qu'on puisse être rassuré sur cette idée de taux terminal. Le taux terminal, pour moi, c'est une provision, c'est une défense des banques centrales contre le risque d'avoir lancé un message trop dovish. Mais il n'en demeure pas moins que si le marché du travail ne corrige pas assez rapidement, eh bien on ira à ce nouveau taux terminal. L'exemple canadien est intéressant, Gilles. J'y rajoute l'exemple australien ou l'exemple norvégien. Là aussi, des banques centrales qui ont déjà, dans les faits, ralenti, sans prévenir, entre guillemets, le rythme des dernières hausses de taux. Est-ce que le facteur marché du travail est un facteur commun qui caractérise effectivement le changement de tempo de ces trois banques centrales? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs communs également qui peuvent expliquer que ces banques centrales aient déjà réduit le rythme alors que la Fed a continué encore jusqu'à présent de taper à 75 points de base? Non, je pense qu'il peut y avoir des raisonnements qui sont assez différents d'une grande banque centrale à l'autre. Je me suis focalisé sur l'exemple canadien parce que c'est le point le plus facile à comparer lorsqu'on regarde les US avec même si les tailles des économies sont très différentes, mais c'est une structure économique assez comparable. Et lorsqu'on lisait le discours de Maclean, le gouverneur canadien, en fait, on avait l'impression de lire ce que pourrait peut-être dire Jay Powell d'ici 3 ou 4 mois. C'est-à-dire une fois que le marché du travail a effectivement atterri, enfin, la rhétorique et le logiciel est assez similaire. Dans le cas de la RBA et de la Banque de Norvège, ce sont des économies qui sont beaucoup plus tributaires de leur variation du taux de change, qui pouvaient considérer que suffisamment avait été fait pour ne pas la mettre en risque ensuite de décalage par rapport à ce que la Fed faisait. Et si on revient au cas canadien, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la réaction du marché de change. C'est-à-dire que lorsque les Canadiens ont surpris le marché en faisant 50 et pas 75, le dollar canadien a perdu de sa valeur assez rapidement, et c'était compréhensible. Il a quasiment tout rattrapé depuis. Ça veut dire que le marché a compris, le marché achète en fait le discours de la Banque du Canada, et ça c'est peut-être un message pour la BCE. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'on a une BCE qui est complètement obsédée en ce moment par la question du taux de change euro-dollar, qui cherche en permanence à maintenir une espèce de différentiel de discours, en tout cas vis-à-vis de la Fed, qui soit le plus constant possible, alors que les conditions macroéconomiques sont quand même assez différentes en Europe et aux États-Unis. Voilà, regardez ce qu'a fait le Canada. Le Canada s'est un peu dissocié, c'est même beaucoup dissocié de la Fed. Il y a eu un peu de douleur à court terme sur le taux de change.
Mais très très vite, on est revenu au statu quo ante. Donc ça, pour moi, c'est un message important. On peut décaler sans nécessairement prendre un risque énorme sur son taux de change. C'est un point clé sur l'euro, Gilles. Dans les déterminants qui font bouger les monnaies, qui sont des déterminants qui bougent eux-mêmes, effectivement, le facteur croissance, perspective de croissance, vous paraît plus important que le différentiel de taux entre la BCE et la Fed aujourd'hui? Je pense que il y a un minimum entre guillemets à assurer du côté de la BCE. À partir du moment où on commence à rémunérer de manière positive le cash, on change déjà les perspectives pour les investisseurs internationaux. Je pense que l'euro avait un vrai problème d'attractivité vis-à-vis de grands gestionnaires de réserves parce que le cash était rémunéré de manière négative. Il ne faut pas oublier que les grandes réserves sont souvent investies en cash et pas simplement en obligataire. À partir du moment où on est revenu en territoire positif, on peut solidifier un tout petit peu de flux de réserves. Et je pense qu'il y a quand même un arbitrage à faire pour la BCE entre un décalage trop important vis-à-vis de la Fed, un différentiel de taux vis-à-vis de la Fed qui pourrait effectivement se traduire par une faiblesse de l'euro, mais de l'autre côté, si on va trop loin, si on va trop vite, on va recréer des problèmes de stabilité financière dans la zone euro, on va recréer des questions autour de la soutenabilité de la dette publique. On a de la chance depuis quelques semaines. Le spread de taux italien est revenu à des niveaux un peu plus sages, mais on a toujours un problème lancinant de ce côté-là. Et il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que on a une BCE qui est en train de réduire la taille de son bilan en modifiant ex post les conditions des TLTRO, qui nous a dit qu'au mois de décembre, elle allait annoncer des décisions sur le quantitative tightening, donc le début d'un renversement en fait du QE et potentiellement d'ici la fin 2023 peut-être des ventes nettes d'obligations actuellement sur le bilan de la BCE. Ça va recréer la tension sur les signatures les plus fragiles au sein de la zone euro. Et ça, c'est ce qui peut aussi venir mordre le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, c'est pas que le différentiel de taux. Ce sont les perspectives de croissance, mais ce sont aussi les perspectives politiques. Et si on a le sentiment qu'on devait revenir fin 2023 parce qu'on est allé trop vite dans la normalisation des politiques monétaires à des risques systémiques du côté de la soutenabilité des publics, je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait grand-chose en termes de vigueur de l'euro. Merci beaucoup Gilles, merci pour cet éclairage sur cette nouvelle série de réunions de Banque Centrale pour ce mois de novembre. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA.